Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 18e webconférence. Aujourd'hui, un sujet très pointu, le droit à la déconnexion. Droit à la déconnexion des salariés, est-ce que ce sont de nouvelles contraintes juridiques ou, à contrario, de nouvelles opportunités managériales? Pour en débattre, pour échanger sur ce sujet, Maître Nadia Hamida du cabinet Fidal, notre partenaire et ami depuis de nombreuses années. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous rappelez que vous avez la possibilité de nous interroger à travers le chat et remercier tous les participants présents. Vous êtes 28 à être connectés, certainement plus dans les secondes qui viennent. Tous les secteurs d'activité représentés, grande distribution, automobile, services, des clients et puis certains qui ne nous connaissent pas encore. Nous espérons que nos échanges vous permettront d'aller plus loin ensuite avec nous. Alors, pour démarrer cette webconférence, avant que de rentrer dans le détail, vous donner quelques éléments macro et échanger avec vous sur des données macro, avec d'abord un temps passé sur nos écrans. Nous sommes tous addicts, autant que nous sommes français. Nous utilisons énormément les écrans. Vous avez sur votre écran qui apparaît en revanche une évolution de l'utilisation, puisque en 2013, 1h45 sur le PC, c'est à peu près stable, 1h42 en 2017. En revanche, ce qui est très important, c'est l'irruption des smartphones dans notre vie et l'utilisation que nous en faisons, puisque vous voyez que nous sommes passés en 2013 de 52 minutes à 2h11 en 2017. C'est extrêmement important. Et je cite là une étude e-marketer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce smartphone est utilisé à 92% dans le travail, c'est-à-dire que les gens qui ont un emploi utilisent le smartphone à 92%. Et autre chiffre qui est important et qui n'est pas rassurant, 41% des connexions se font au beau milieu de la nuit, c'est-à-dire après 23 heures. Donc, on voit que l'utilisation du smartphone est très largement répandue et qu'elle a certainement contribué à la surutilisation et à la surconnexion. On y reviendra tout à l'heure. Autre élément macro à partager avec vous aujourd'hui, qui travaille le plus? Vous avez ici les éléments qui s'affichent, c'est une étude Rexecode avec, ce n'est pas une surprise, les indépendants qui travaillent 1934 heures. Le chiffre a disparu sur mon écran, peut-être apparaît-il sur le vôtre. Les services 1718 heures, l'industrie 1649 heures et le service public à 1569 heures. Autre élément macro à partager avec vous, le droit à la déconnexion, où on voit que des managers sont prêts à échanger et discuter avec les organisations syndicales, avec les entreprises. Est-ce que ce constat, tu le partages, Nadia, en accompagnant les entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte de loi est bien vécu, est attendu par les managers et les dirigeants? Est-ce que autant certains textes sont jugés comme un texte supplémentaire qui va imposer de nouvelles normes, est-ce que celui-là est plutôt mieux vécu? Alors effectivement, Philippe, je pense que le droit à la déconnexion est un sujet qui est bien vécu par les entreprises, puisqu'il va dans le sens de l'entreprise, il s'associe à tous les efforts que l'entreprise fait pour respecter son obligation de sécurité pour les salariés. Je vous rappelle, et je l'aborderai peut-être par la suite, le droit des connexions s'inscrit dans le cadre de la qualité de vie au travail, et souvent les managers et la direction ont du mal à gérer les temps de connexion des collaborateurs et les temps de travail. Et je vous rappelle qu'il y a une obligation de sécurité des employeurs de respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Et donc là, le droit des connexions s'inscrit et va les aider à mettre en place justement des mesures qui vont leur permettre de respecter au mieux leurs obligations, notamment celles de sécurité. Alors,
On a abordé quelques éléments macro. Je vous propose maintenant de revenir au cœur du sujet et de partager une définition quant au droit à la déconnexion. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que le droit à la déconnexion? Alors, le droit à la déconnexion, c'est le droit pour le collaborateur de ne plus être joignable par les outils de communication qui existent au sein de l'entreprise, à savoir aussi bien le téléphone que l'ordinateur ou tous les outils de communication internes à l'entreprise. Le fameux smartphone dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et ça, à ne plus être joignable pendant le temps de non-travail, c'est-à-dire le temps de repos quotidien, mais également les week-ends, les congés, etc. La nuit et tous les temps où le collaborateur n'est pas à la disposition de l'employeur. Ce temps, donc, ce droit à déconnexion vise deux obligations, à assurer la santé et la sécurité du collaborateur, donc tout ce qui concerne la responsabilité et donc le respect du temps de repos et du congé du collaborateur, et également rétablir la connexion, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle du collaborateur, donc encore une fois qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation annuelle. Oui, et on est bien là au cœur d'un sujet de QVT que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Alors, qui est concerné par ce sujet? Quelles sont les entreprises qui sont touchées? Alors, les entreprises qui sont concernées par le droit à déconnexion, ce sont les entreprises qui sont les entreprises d'au moins 50 collaborateurs et qui ont au sein de leurs effectifs des délégués syndicaux. Il faut savoir que, pour rappel, ce droit à déconnexion, cette obligation de négociation pour l'entreprise est issue de la loi travail du 8 août 2016. Cette loi travail, elle s'est fondée sur les préconisations d'un rapport qui avait déjà été remis le 15 septembre 2015, qui est le rapport de Bruno Meckling. Et dans ce rapport, il faisait des préconisations justement sur ce droit à déconnexion. Et il a justement ciblé certaines entreprises. Et donc là, les entreprises, ce sont celles d'au moins 50 salariés. Pourquoi? Parce que ce sont les entreprises qui doivent, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, négocier sur justement sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle hommes-femmes. Et ce sont ces entreprises qui sont concernées par cette obligation qui vont devoir négocier sur le droit à déconnexion. Et je vous rappelle que cette obligation a débuté le 1er janvier 2017. Et puis il y a un autre sujet aussi, c'est les entreprises qui emploient des salariés en forfait jour, en complément. Alors, exactement. Alors là, l'obligation de négocier dans le cadre des NAO vise donc sur le terrain, sur le thème donc de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. Ça, ce sont pour les entreprises de 50 salariés avec des délégués syndicaux. Mais il y a aussi une obligation pour toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs, qui ont au sein de leur effectif des forfaits jours. Pourquoi? Parce que la loi du 8 août 2016, la loi travail, a aussi indiqué que dans le cadre des forfaits jours, il faut, dans le cadre des accords collectifs forfaits jours, prévoir également un droit à déconnexion pour les collaborateurs. Et donc, si ce n'est pas prévu dans l'accord collectif, il faut au moins que ce soit prévu dans la convention individuelle forfait jour de chaque collaborateur. Et ça, quel que soit l'effectif. Donc, plus de 50, la base, exactement. Représentant syndical et cadre au forfait jour, ou employé au forfait jour. C'est ça. Alors, après ces éléments de définition, on vous propose de faire un peu de benchmark et de voir ce qui se passe dans les entreprises, avec trois approches que tu as pu identifier comme étant différentes. Quelles sont-elles? Alors effectivement, encore une fois, le rapport de Bruno Meckling a mis en avant trois tendances des entreprises. On a tout d'abord les entreprises qui font une articulation assez tacite entre la vie professionnelle et la vie privée et qui acceptent et trouvent l'équilibre dans l'attachement des salariés jour de RTT et libre choix de ces derniers. C'est le premier type d'approche. Ensuite, on a l'approche des entreprises qui, elles, formalisent sous format d'accord, type droit à déconnexion. Et dans ces accords, elles identifient les métiers qui sont exposés au risque de surconnexion, puis elles sensibilisent les collaborateurs dans le cadre de formation, et enfin, elles instaurent un droit à déconnexion avec un renforcement du recours à la hiérarchie. Ce type d'accord, c'est par exemple l'accord Michelin qui a été mis en place en mars 2016. Et à titre d'exemple, cet accord prévoit
que si le temps de repos de 11 heures quotidien n'est pas respecté ou s'il y a une connexion s'il y a plus de 5 connexions hors du temps de travail, dans ce cas-là, le collaborateur reçoit un email qui l'invite à se rapprocher de son N+1. Donc un entretien est obligatoire et si son comportement est récurrent, là c'est avec le N+2 et les RH. Et c'est donc cet accord date de 2015 et de 2016, pardon, de mars 2016, et visiblement il a porté ses fruits puisque les résultats sont très bons, les résultats recensés. Et enfin, on a un troisième type d'entreprise, ce sont les entreprises qui, elles, formalisent expressément un droit à déconnexion de leurs collaborateurs en dehors des temps de travail ou expérimentation de modules, application de déconnexion. Alors, ce qui est très intéressant avec ce texte de loi, c'est que, alors même que très souvent, notre droit social est décrié, notre droit social est considéré comme intrusif et, pour pas dire tout à fait iconoclaste par nos partenaires européens et a fortiori par les États-Unis, lorsqu'il y a eu les débats et lorsque la loi a été votée, les médias américains se sont particulièrement intéressés au sujet et il y a eu de nombreux articles qui sont parus dans les médias américains, montrant tout l'intérêt qu'il y avait sur ce sujet, puisque ces risques de burn-out, puisque c'est un des sujets, sont très répandus aux États-Unis. Et donc là, pour une fois, je dirais, cette réflexion et ces textes ont été regardés, observés, analysés de façon plutôt bienveillante par nos partenaires européens et par les médias américains. C'était une petite parenthèse. On vient de voir les pratiques d'entreprise, les trois grandes familles. On va rentrer dans le détail, quelques éléments d'exemple. Comment est-ce qu'on peut réduire la surconnexion, l'utilisation trop importante des écrans? Alors, à la base, la législation nous indique qu'il faut identifier les règles qu'on va mettre en place, les règles impératives de déconnexion, et également l'utilisation des outils numériques pour réguler justement cette utilisation. Le plus important déjà en amont, et c'est vraiment la préconisation qui aujourd'hui est faite aux entreprises, c'est déjà de faire un état des lieux de ce qui se passe au sein de chaque entreprise. Pour cela, il convient d'identifier les raisons pour lesquelles il y a une surconnexion, la population qui est visée par cette surconnexion, et pour cela, il convient d'associer à cette démarche les DSI de chaque entreprise, puisque c'est elles qui pourront vous donner ces outils. Une fois que vous avez ces outils, là, il convient effectivement d'identifier les moyens, donc avec des règles impératives à la déconnexion et des outils pour réguler justement la connexion et la surconnexion. Alors, tu parlais des DSI, ça c'est le moyen de contrôle. Moi, j'insiste sur l'implication, l'association et la réflexion sur ce sujet de tous les managers, parce qu'on s'aperçoit, et on sait tous, que le management de proximité, les N+2, sont en général porteurs de la culture d'entreprise, et ce sont eux qui font vivre cette surconnexion en envoyant des mails tard le soir, le vendredi soir, le dimanche, et on sait que un accord d'entreprise n'aura de chance que d'être bien vécu et bien animé que si le management y est associé en amont. Donc, le conseil complémentaire que je pourrais donner, c'est vraiment d'associer le management et de réfléchir au niveau de culture managériale qui est en œuvre dans l'entreprise. Alors, rentrons dans le détail, quelques éléments qu'on peut appeler mesures impératives, Nadia. Alors oui, parmi les mesures impératives qui ont été identifiées pour justement réduire la surconnexion, vous avez la fixation tout d'abord de plages horaires durant lesquelles les courriels peuvent être envoyés. Vous avez également l'utilisation de fonctions d'envoi différé qui peuvent être installées sur toutes les messageries. Vous avez également les pop-up qui signaleront en cas de détection d'une surconnexion des mails justement à ceux qui se surconnectent. Également pour les salariés en week-end ou en congé, l'envoi systématique d'une réponse automatique qui redirige l'interlocuteur vers les contacts qui seront disponibles ou justement qui vont les inviter à réexpédier leur envoi plus tard, une fois que la personne sera connectée. Donc vous avez voilà, toute une série de moyens, de mesures impératives pour éviter donc la surconnexion.
Et puis d'autres éléments que là, on va être plus en régulation. Alors, en régulation, là, effectivement, vous avez une série encore de mesures qui peuvent être mises en place, notamment la création d'une hotline d'aide aux utilisateurs, la mise en place de formations. Je vous rappelle également que dans le cadre de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, on invite les entreprises à former et à reformer les collaborateurs qui utilisent des outils numériques pour justement mieux les utiliser, pour apprendre également à bien se déconnecter. Et donc, dans le cadre de aussi bien cette loi que la loi travail, vous pouvez et vous êtes invité à mettre en place également des formations. Il y a aussi la limitation des destinataires des mails, puisqu'il convient également d'apprendre à ses collaborateurs de mieux identifier les destinataires et d'éviter de mettre en copie un certain nombre de personnes qui n'ont pas à être contactées ou en tout cas pas en dehors des temps de travail. Il y a aussi, et là je rejoins la remarque de Philippe, la mise en place d'autodiagnostic de l'utilisation personnelle du numérique. Ça va permettre à chacun d'identifier en quoi il se surconnecte pour ensuite pouvoir bien échanger avec son manager et pouvoir bien lui expliquer comment il estime être en surconnexion et après à son manager, repose également la responsabilité sur son manager de lui indiquer et de l'aider justement à éviter cette surconnexion. Vous pouvez également créer des groupes de travail par métier qui pourront également se pencher sur la question et essayer d'identifier des outils pour réguler cette surconnexion, et également la création, encore une fois, d'un droit d'alerte auprès de sa hiérarchie en cas de débordement récurrent. Mais la mise en place de tous ces dispositifs n'est pas si évidente que ça. Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises qui ont décidé de tout simplement couper les serveurs de façon à interdire l'utilisation des boîtes mail et des accès aux dossiers d'entreprise. Mais cette fermeture impérative entre 19h et 7h le matin s'est montrée plutôt contre-productive, puisqu'on s'est aperçu de deux choses. La première, c'est que les collaborateurs avaient plutôt une montée de stress avant la fermeture, puisque recherche d'informations en urgence et peur d'avoir les travaux qui soient coupés. Et puis le deuxième élément, c'est un élément qui concerne la sécurité, puisque les salariés qui n'avaient pas terminé leur travail, emmener ça chez eux, travailler à partir de leur propre outil, et donc là on avait un problème de sécurité qui apparaissait. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution toute faite. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi une réflexion à mener quant à la culture managériale et à la culture générale de l'entreprise pour choisir parmi toutes les mesures qui ont été évoquées par Nadia, celles qui sont le plus adaptées à cette culture, aux valeurs et aux pratiques de l'entreprise. Donc, l'accord doit évidemment ne pas être hors sol et tenir compte des pratiques de l'entreprise. On ne peut pas passer d'un niveau 0 à un niveau 100 du jour au lendemain. Donc, il y a toute une réflexion à faire pour faire que cet accord d'entreprise que vous allez mener ne soit pas vécu comme une brimade par les collaborateurs, ce qui serait parfaitement contre-productif et à l'opposé de la philosophie de la loi. Alors effectivement, je rejoins l'analyse de Philippe sur ce sujet. On a eu beaucoup d'entreprises, et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises ont tendance à considérer ce droit à déconnexion comme une obligation de déconnexion. Il y a une vraie nuance, le fait d'obliger, en coupant les serveurs, d'obliger les collaborateurs à se déconnecter, au final peut avoir un effet pervers, puisqu'il va y avoir effectivement, comme dit Philippe, une montée de stress, mais aussi dans certaines entreprises, c'est tout simplement impossible. Lorsqu'on est en continu ou lorsqu'on travaille avec l'international, c'est aujourd'hui mettre en péril peut-être l'activité d'entreprise ou générer des responsabilités, alors qu'on peut justement responsabiliser ses collaborateurs pour les inviter à ne plus se connecter, mais pas à les empêcher de se connecter. Vous avez à l'écran une synthèse de ce qu'on pourrait appeler les règles d'or du savoir-vivre numérique. D'ailleurs, comme pour tous les autres slides, vous pourrez les revisionner sur le site d'Amplitude. La webconf est enregistrée, donc vous pourrez avoir accès à ces slides. Si vous voulez avoir ces slides, vous pouvez aussi, vous aurez nos coordonnées à la fin, on pourra vous les envoyer. Mais
quelques éléments très simples et de bon sens. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. La communication verbale, il est clair que parfois à quelques mètres les uns des autres, une communication peut être de meilleure aloi. Les mails courts et précis, là aussi, cibler précisément les destinataires. 30% du temps d'un cadre, 30% du temps d'un cadre est fait à lire ces mails quotidiennement. Donc, effectivement, peut-être de ne pas les envoyer à la terre entière et d'éviter de se couvrir en envoyant systématiquement à l'ensemble de l'entreprise. Avoir des périodes de break, avoir des périodes de déconnexion où pendant 1 heure, 2 heures, on va se dire je regarde pas mon mobile et je me concentre sur mon job. La sollicitation des interlocuteurs à des heures tardives, oui, vous avez le droit de travailler tard, mais est-ce que vos collaborateurs, est-ce que vos collègues partagent cette envie? Non, donc la fonction d'envoyer plus tard que tu évoquais tout à l'heure. Alléger la pression sur vos interlocuteurs, oui. Le fait de leur dire que vous n'attendez pas une réponse dans l'heure, mais que ce dossier peut être traité courant de la semaine, ça permet de mieux gérer les priorités pour vos collègues ou vos collaborateurs. Ménagez-vous du temps avec vos proches, oui, alors vos proches, y compris vos collègues. Un déjeuner, c'est fait pour parler de vacances, c'est fait pour parler des enfants et peut-être ne passer un petit peu moins de temps sur le smartphone et accorder un peu plus de regard et d'empathie aux gens avec lesquels vous travaillez. Extrêmement important, et ça je me bats moi-même pour ne pas le faire, ne pas consulter ces messages avant d'aller dormir. On passe de très mauvaises nuits, ça raccourcit le temps de sommeil, ça c'est vraiment un conseil essentiel. Ne répondez pas directement à vos mails en vacances, oui, là aussi, on va expliquer que vous avez un accès indirect envoyé vers une autre personne, et donc de faire comprendre qu'en vacances, on est en vacances. Et formaliser ces règles d'usage numérique, bah oui, faites-les vivre au sein de l'entreprise, partagez-les à travers des formations, à travers des webconférences internes, à travers une communication la plus large possible. Ça, c'était pour résumer tous les échanges que nous avons pu avoir. Alors, d'un point de vue très concret, comment on négocie le droit à la déconnexion? Alors, comment on négocie le droit à déconnexion? La loi travail a indiqué que chaque entreprise qui est concernée par la négociation donc obligatoire annuelle sur le sujet égalité professionnelle et qualité de vie au travail doit intégrer dans le cadre de cette négociation le droit à déconnexion. Donc l'entreprise doit de manière annuelle engager ce dialogue avec ses représentants du personnel, avec ses délégués syndicaux, et dans ce cadre-là, elle doit conclure un accord sur le droit à déconnexion. En cas d'échec, si jamais donc l'entreprise ne parvient pas à conclure cet accord, elle doit prendre un PV et dans le cadre de ce PV de désaccord qu'elle va transmettre à la directe, elle va indiquer donc qu'elle n'a pas réussi à négocier dessus, mais la loi va plus loin en indiquant qu'en cas de désaccord, l'entreprise doit tout de même prendre des mesures. Elle doit prendre des mesures sous forme d'une charte droit à déconnexion. Et donc, cette charte prévoit qu'en cas donc, de désaccord, on doit prévoir dans cette charte des actions de formation et de sensibilisation pour les collaborateurs. Ce qui est différent de ce qui était prévu par l'accord, puisque l'accord va plus loin que cette charte. L'accord prévoit qu'on doit mettre en place des outils de régulation. Donc, c'est une petite nuance entre l'accord et la charte. Mais en tout cas, on doit tout de même mettre en place une charte. Et donc, cette charte, elle doit être proposée au comité d'entreprise ou, à défaut, délégué du personnel. C'est poser la question et se pose la question d'une association du CHSCT à ce sujet. Alors, la loi ne prévoit aucune obligation d'associer le CHSCT à ces échanges. En revanche, en tant que juriste, nous, on vous conseille vivement d'associer le CHSCT à ces échanges, puisqu'on est quand même sur le sujet de la qualité de vie au travail. Et donc, pour éviter tout ce qui est burn-out, tout ce qui est surcharge de travail, donc évidemment, le CHSCT sera concerné. Est-ce que, de par ta pratique, tu considères que cette réflexion est un sujet dont les partenaires sociaux se sont appropriés, qui est un élément moteur dans leur réflexion, dans leur appétence? C'est un vrai sujet?
Alors oui, effectivement, le droit à la déconnexion est un sujet qui concerne aussi bien les représentants du personnel que la direction, puisqu'on est sur le sujet de la qualité de vie au travail, on est sur une surexposition au burn-out, à tout ce qui est maladie professionnelle, c'est aussi sur la charge de travail. Donc au final, ce droit à déconnexion va amener les entreprises à travailler sur toute une série de sujets, puisqu'il concerne beaucoup de sujets, la surcharge de travail, comment mieux répartir le travail, comment mieux identifier les outils qu'il faut surveiller ou peut-être ceux qu'il faut mettre de côté. Effectivement, on a des réflexes aujourd'hui qu'il faut sans doute casser. Et donc, dans ce cadre-là, on invite les entreprises aujourd'hui à négocier. Pour cela, il y a peut-être 5 items qui peuvent être retenus pour l'accord collectif, pour la négociation de l'accord. Tout d'abord, identifier, et donc là, c'est dans le cadre des échanges avec les représentants du personnel, les informations qu'on peut en tout cas apporter lors de ces négociations. Première chose, on identifie les outils qui sont numériques, qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas de lister tous les logiciels, mais en tout cas de préciser le matériel corporel et incorporel. Donc corporel, tout ce qui est smartphone, ordinateur, etc. Incorporel, sur le plan professionnel, on va être sur les messageries, les bases de données, etc. Donc première information. Deuxième information, on identifie les métiers qui travaillent avec ces outils. Donc, encore une fois, c'est un travail qui est fait bien en amont, aussi bien avec vos services informatiques qu'avec les managers. Troisième item, on va faire le constat, après avoir confronté ces deux analyses, le constat d'une surconnexion pour une certaine population dans l'entreprise. Le quatrième item, on va identifier des moyens de régulation de l'utilisation des outils numériques. Et enfin, cinquième item, on va définir les règles applicables à la déconnexion. Parfait, merci pour cet éclairage très précis sur la façon de mettre en œuvre, de négocier. On arrive à l'échéance et au terme plus précisément de notre webconférence. On vous remercie tous d'avoir répondu présent. Si vous souhaitez des informations plus précises sur la manière de mettre en œuvre ces accords sur une réflexion plus globale d'une politique qualité de vie au travail, d'une identité managériale, Nadia et moi, nous nous tenons à votre disposition. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent ici. Je répète à nouveau que la webconf est enregistrée. Vous pourrez la faire circuler en interne chez vous à d'autres participants si vous le souhaitez à partir de notre site internet. Elle le sera dès demain. Merci beaucoup de votre présence. Vous précisez que la prochaine webconférence aura lieu le 9 mai avec un sujet très d'actualité et passionnant. Comment maintenir l'engagement et la confiance des équipes en période de transformation. Vous le savez, la transformation, elle est quotidienne. C'est un sujet pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Nadia. Merci Philippe. Merci à Alicia pour l'organisation de cette webconférence et je vous donne rendez-vous au 9 mai. À bientôt, au revoir.